C'est en grande pompe que la gouverneure générale du Canada a été reçue ce matin au palais de Kosiam. Roch-Marc Christian Kaboré et Julie Payette se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Il a été surtout question d'aide à la sécurisation du Burkina Faso. La déclaration de Ouagadougou, voilà ce qui a sanctionné la conférence internationale sur la lutte contre les mutilations génitales féminines qui a pris fin hier. Il s'agit de sensibiliser les décideurs africains à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce fléau. Et puis, à 2 jours du début de la 15e édition du CIAO, comment vont les préparatifs? Eh bien, Alfred Thierry s'est rendu sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ce matin. Vous verrez son reportage. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Arrivé hier au Burkina Faso pour une visite d'État de 4 jours, la gouverneure générale du Canada a été reçue ce matin par le chef de l'État avec tous les honneurs dus à son rang, escorte de la cavalerie, tir de canon. C'est en grande pompe que Julie Payette a foulé le tapis rouge au palais de Kosiam. Rémi Lambert-Nébier. Au trot des chevaux de la cavalerie et du retentissement des coups de canon, la très honorable Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est reçue avec tous les honneurs dignes d'une représentante de la reine d'Angleterre. Après les hymnes nationaux, un tête-à-tête avec le président du Faso a lieu. Entretien au cours duquel Roch-Marc Christian Kaboré a sollicité l'appui du Canada au G5 Sahel. Comme vous le savez, nous sommes dans un combat permanent contre le terrorisme. Nous apprécions déjà que le Canada participe à l'aménagement pour aider dans le cadre de ce combat que nous menons ensemble, mais nous avons insisté sur le fait qu'il était important que, de façon directe, le G5 Sahel puisse bénéficier de cette coopération dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la formation de nos équipes avec le Canada. Pour l'ancienne astronaute aux 2 voyages spatiaux au cours desquels elle a pu contempler l'Afrique de là-haut avant de fouler son sol pour la première fois dans le cadre de cette visite, seule la solidarité entre les peuples doit primer. On ne voit pas de l'espace là où les pays commencent, où les pays finissent. Nous sommes tous à bord de ce même vaisseau spatial. Il est donc essentiel que nous collaborions et que nous travaillions ensemble afin d'assurer l'utilisation et le développement des ressources de la planète et de partager ces richesses équitablement et délibérément afin d'assurer l'avenir de nos communautés et celle de nos enfants. Vous faites face à des effets et des conséquences importantes et nous souhaitons vous accompagner. Nous sommes à vos côtés. Dans des situations difficiles, il faut souvent aller au fond de soi-même et puiser dans son savoir-faire et son savoir-être pour trouver des solutions. Et c'est, de notre point de vue, l'une des plus grandes valeurs du Burkina Faso, c'est cette résilience de votre peuple face à de grands enjeux. Et vous êtes clés, vous, les gens du Burkina Faso, pour faire face à ces épreuves. Le Burkina Faso entretient une coopération bilatérale de plus de 50 ans avec le Canada. Cette visite d'amitié sera axée sur quelques points de cette coopération, comme l'éducation, la question du genre et de la gouvernance. Le chef de l'État désigné champion mondial de la lutte pour l'élimination des mutilations génitales féminines. C'était hier au terme d'une conférence internationale consacrée à ce sujet. Une réunion qui a abouti à l'adoption d'une déclaration dite de Ouagadougou. Quel est son contenu? Élément de réponse dans ce reportage signé Natacha Ouedraogo. Désormais, il n'y a qu'un seul chemin à emprunter par l'ensemble des États africains pour lutter contre les mutilations génitales féminines en Afrique et même dans le monde. Et il est tracé par la déclaration de Ouagadougou. Cette déclaration faite à l'issue de la grande rencontre internationale sur l'élimination des mutilations génitales féminines donne les directives à l'ensemble des États pour la lutte contre ce fléau. Elle suggère entre autres la condamnation de toutes les pratiques néfastes affectant les filles et l'élaboration de plans nationaux budgétisés visant à mobiliser les ressources nationales pour soutenir les services, les interventions et les mesures de lutte. Nous invitons les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine
a adopté une déclaration visant l'accélération de l'élimination des mutilations génitales féminines afin de susciter une campagne soutenue et dirigée par les pays, mobilisant l'action à tous les niveaux à travers la mise en œuvre accélérée au niveau national des engagements clés dans les accords continentaux et internationaux, y compris la priorité 6.1.2 de l'agenda 2063, l'objectif 5.3 du programme de développement durable à l'horizon 2030 en vue de l'abandon de la pratique de mutilation génitale féminine. Et c'est le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré à qui la déclaration a été remise qui a la lourde tâche de faire le plaidoyer auprès de ses pairs afin que cette déclaration de Ouagadougou se traduise en actions concrètes pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Vous savez que les mutilations génitales féminines restent un combat mondial et surtout africain. Il était bon que nous venions accompagner aujourd'hui de l'Union africaine qui est un instrument fort pour la mise en place des politiques communes dans nos États, de vraiment mettre un accent fort sur le combat dans tout ce qui concerne les mutilations génitales ou toutes les cultures néfastes aux femmes. Donc il était important aujourd'hui que nous venions ensemble mutualiser nos expériences et nos pratiques pour rebondir et avoir une accélération sur les mises en place des politiques de lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette conférence internationale a donc été l'occasion pour l'Union africaine de lancer la campagne sur l'élimination des mutilations génitales féminines. Elle a par ailleurs élevé le président du Faso au titre de champion mondial de l'élimination des mutilations génitales féminines. Plus d'escorte, de convois de prisonniers et fin de non-recevoir des détenus dans les maisons d'arrêt. Voilà la décision que vient de prendre le syndicat de la garde de sécurité pénitentiaire qui annonce une grève illimitée depuis ce matin. Le mouvement d'humeur s'est entamé en début de semaine serait lié à des revendications concernant les plans de carrière et le déficit de matériel de travail, entre autres. Abdoulazar Traoré. La crise qui secoue le syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire est en passe d'être résolue définitivement. L'ancien bureau du SINA-JSP débarqué vient de faire allégeance à la nouvelle équipe mise en place par une partie des GSP. Les deux parties disent mettre en avant l'intérêt supérieur de leur organisation. C'est donc plus que jamais uni que le SINA-JSP poursuit son mouvement d'humeur entamé depuis le lundi dernier. Plus de réception de détenus dans les maisons d'arrêt et de correction, ni d'escorte et de convoi de prisonniers dans les palais de justice. Bref, c'est le service pénitentiaire qui est au ralenti. Ce qui pique au vif, c'est la lenteur du gouvernement dans la prise en charge de leurs dossiers. Des nominations, des arrêtés de nomination et des décrets de nomination que le président du Faso lui-même a signé et que depuis 2017, nous n'avons pas vu un changement pécuniaire par rapport à ça. Il y a aussi cette question qui fâche. La gestion des carrières à la garde de sécurité pénitentiaire est décriée. Un GSP qui vient de sortir hier a le même traitement qu'un GSP qui a 20 ans ou 30 ans s'ils sont dans une même grade. Ça veut dire qu'un assistant qui a 30 ans aujourd'hui et un assistant qui vient de sortir hier, ils ont tous le même salaire. Si ce n'est pas à la GSP, et au Burkina Faso, nous n'avons jamais vu ce genre de situation-là. Situation sécuritaire oblige, la priorité du gouvernement, c'est la sécurité. Les GSP ne veulent surtout pas entendre ces arguments. La GSP est un corps qui lutte efficacement contre aussi ces terroristes-là. La preuve, je dis et je le répète, nous détenons aussi des détenus djihadistes ou terroristes, présumés terroristes en nos seins. Mais rien n'est fait au sein de la GSP. Je vous ai dit pratiquement pas de matériel roulant, pas de matériel spécifique. Bon, nous n'allons pas citer parce qu'à tout moment, les gens se plaignent que non, le SG dit tout. Mais je n'ai pas le choix. S'il n'y a rien, il faut que je dise qu'il n'y a rien. Ils sont même convaincus que leur lutte vise à prévenir une éventuelle attaque terroriste sur leur champ de bataille. Nous prennent au sérieux. Nous ne voulons pas qu'un jour,
la GSP soit attaquée et on va venir, effectivement, comme ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour aller enterrer et dire qu'ils sont partout au moment où on avait plus besoin d'eux, eux et des décorations à titre posthume. Nous ne voulons pas de ça. C'est pour ça que nous avons une ambition préventive. Ça veut dire que notre sécurité ici est préventive. Il faut prévoir. On ne peut pas attendre qu'on vienne vous frapper pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Et c'est ce que nous invitons aussi le gouvernement à voir dans le même sens que nous. Ce mouvement d'humeur de la garde de sécurité pénitentiaire se poursuit sur l'ensemble du territoire jusqu'à ce que le gouvernement accède à leurs doléances, a prévenu le syndicat. Hier, le Burkina Faso a célébré en différé la journée mondiale de l'environnement à Manga, dans la province du Zounou-Ouégo, où s'est tenue la cérémonie officielle. L'accent a été surtout mis sur le rôle des collectivités locales dans la préservation de l'environnement. Abdourazak Traoré. En célébrant la journée mondiale de l'environnement sous le sceau de la responsabilité des collectivités territoriales, l'État burkinabé veut clairement mettre les acteurs locaux face à ce qu'il considère comme la survie du Burkina Faso. Les acteurs déconcentrés de la ville de Manga sont donc interpellés sur leur rôle à cette commémoration de la journée mondiale de l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, la question de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie relève du gouvernement. La mise en œuvre des actions relève des collectivités. Aujourd'hui, ce n'est pas au ministère de l'Environnement de venir initier des journées de salubrité dans une commune où il existe un maire. Donc pour nous aujourd'hui, c'est d'interpeller l'ensemble des collectivités. Dans les délibérations, ils ont ce qu'on appelle la commission environnementale au niveau du conseil, c'est de prendre en compte la question de gestion des déchets. Nous le disons parce que nous avons eu l'impression, lorsqu'on parle d'assainissement, on pense automatiquement à l'eau. Les gestions de déchets font partie de l'assainissement. Donc pour nous, les plans d'assainissement mis en place par les collectivités doivent prendre en compte la gestion de ces déchets. Des déchets, plus précisément ceux en nature plastique. C'est justement ce qui focalise les attentions à cette journée internationale de réflexion pour la sauvegarde de l'environnement. C'est terrible, que ce soit au niveau visuel, et que ce soit au niveau des sols. Vous voyez des plastiques qui jonchent partout le sol comme ça. Ça ne permet pas à l'eau de s'infiltrer, ce qui fait que les nappes phréatiques ne peuvent pas se recharger. C'est véritablement un problème. Les sachets dans la nature, ça constitue un danger également pour le cheptel. Vous voyez les animaux qui broutent l'herbe se retrouvent à brouter ces sachets plastiques et ça crée énormément de morts au niveau donc, du cheptel. Les méfaits sont donc palpables et il y a nécessité que le paradigme change, dira la marraine de l'événement. Kadidia Toufal invite chaque individu à l'exemplarité. Oui, ça c'est tout à fait clair. Nous sommes fortement engagés à côté du ministère de l'Environnement dans cette démarche-là, parce que l'économie verte, c'est une économie qui profite toutes les communautés, mais au-delà de cela, c'est une façon de gérer également ce que nous allons léguer aux générations futures. Donc c'est extrêmement important que tout un citoyen soit engagé et, comme l'a dit M. le ministre, soit un éco-citoyen, tienne compte dans ses actes de tous les jours de comment il impacte positivement sur l'environnement. Et cet impact positif sur l'environnement est recherché ici, au lycée provincial de Manga, où un club d'éducation environnementale a été installé par le ministre en charge des questions vertes, Nestor Bassière, qui y a également donné le coup de balai, marquant le début d'une semaine de salubrité dans la cité de l'Épervier. Les jours se suivent et se ressemblent à la salle des banquets de Ouaga 2000 qui abrite le procès du putsch manqué de septembre 2015. Les accusés se succèdent à la barre et plaident tous non coupables. Eh bien, au deuxième jour de son audition, ce 24 octobre, Salifou Sawadogo n'y a pas dérogé. Le compte rendu de Luc Pabelgum. C'est sur des propos empreints d'émotion que l'accusé Salifou Sawadogo s'est exprimé à la barre à la fin de son interrogatoire. Tête de liste CDP et 4e vice-président du parti au moment des faits, il est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Face aux faits, des camarades politiques et non des moindres n'ont pas voulu s'assumer, dit-il, l'accusé pour qui le putsch de septembre 2015 a été une épreuve dans sa vie et il souhaite en tirer des leçons. Pour lui, cette épreuve a eu d'énormes pertes et il se retrouve à répondre de ses faits à la barre.
Des moments qui lui ont permis de connaître l'homme tout court. Il regrette cependant les pertes en vue humaine. Pendant les faits, il n'a été animé que par le souci de sécuriser les domiciles des camarades politiques et celui de plaider pour l'inclusion. Il souhaite que justice soit rendue car il estime que celui-là même qui a émis les messages pour les rassemblements est élargi et ceux-là qui lui ont remis l'argent le 16 et le 19 septembre sont élargis. Alors il espère également que le tribunal va lui aussi l'élargir. Revenant sur les faits, si l'accusé est à la barre, c'est parce qu'on estime qu'il a organisé des manifestations pour soutenir le coup d'État, le CND, et aussi avoir été l'instigateur de l'incendie du domicile de Salifou Diallo. C'est depuis le monument aux héros nationaux appelé quartier général de soutien au coup d'État. Son nom est revenu à plusieurs reprises des déclarations d'autres accusés comme Faisal Nanema, comme étant un des grands responsables CDP présents au monument et s'étant adressé aux jeunes sur place. Mais l'accusé qui dit avoir participé à une rencontre au siège du parti le 16 septembre et une autre rencontre sur convocation de Noël Sourouema, le secrétaire général du parti au monument des héros, et reconnaît avoir reçu les sommes de 10 millions de francs CFA des mains de Achille Tavsova et de 20 millions de francs CFA de Moïse Nian Traoré pour sécuriser les domiciles de camarades par précaution et une autre partie pour remettre à des militants pour la fête de Tabaski. Il dit ignorer l'origine de l'argent et n'aurait rien fait d'anormal de son avis puisque cet argent a été remis aux secrétaires généraux des sous-sections qui l'attestent. Pour sa défense, il n'y a rien contre son client. Les infractions ne sont pas constituées et le parquet, par manque de preuves, veut prendre les déclarations d'autres accusés pour charger Salifou Sawargo. La partie civile est d'un autre avis. Pour elle, c'est dommage que Salifou Sawargo soit le seul à se retrouver à la barre. Edi Komboego, Achille Tavsova et Noël Sourouema auraient dû être également. Mais cela n'enlève rien à l'implication de Salifou Sawargo qui, par le fait d'avoir distribué de l'argent aux manifestants du monument des héros et de l'hôtel Laïko, s'est rendu complice des putschistes et est tout aussi responsable des meurtres et coups et blessures volontaires puisqu'il était prévisible que du coup d'État allait résulter des violences, raison d'ailleurs pour laquelle l'accusé lui-même, d'accord avec d'autres camarades, ont pris des dispositions pour sécuriser les domiciles. L'interrogatoire de l'accusé Salifou Sawargo, ancien ministre sous Blaise Compaoré, député CDP, dont l'immunité a été levée et déposée à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou sous le régime Rochmark Christian Kaboré, a pris 2 jours. La 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'ouvre ce vendredi 26 octobre. À 2 jours du début de l'événement, les préparatifs vont bon train. Tout est quasi prêt. Alfred Thioye s'est rendu ce matin sur le site du CIAO où les différents acteurs de la chaîne de l'organisation sont à pied d'œuvre pour faire les derniers réglages. À J-2 de l'ouverture de la Biennale de l'artisanat de Ouagadougou, la cour du CIAO fait sa mue. L'ambiance est particulière. En lieu et place des étudiants qui y prennent habituellement cours, des hommes et des femmes venus de divers horizons. Ici, le génie militaire est en pleine installation des tentes devant abriter les officiels à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du salon. À côté, les électriciens s'activent pour donner un éclat à la cérémonie et assurer un bon déroulement du salon. Nous assurons que d'ici demain, on sera fait prêt en tout cas. En ce qui concerne l'éclairage. L'éclairage? Oui, oui. Seulement. Oui, c'est l'éclairage interne. Voilà. L'éclairage en général, c'est nous qui s'occupons de ça, dans l'intérieur comme l'extérieur. Donc d'ici demain, nous, on sera fait prêt. Les chapiteaux et les stands se dressent au fur et à mesure. Plus de 600 stands sont installés. Ils devraient abriter les exposants pour le bonheur des festivaliers. Nous avions prévu au départ 550 stands, mais aujourd'hui la demande a atteint 650 stands. Donc nous avons été obligés à faire des stands supplémentaires pour satisfaire la demande. Voilà. En termes, je peux dire aujourd'hui qu'il y a 27 pays qui se spécialisent pour participer à la 15e édition du CIAO. En termes de festivaliers, il faut retenir que chaque édition, nous attendons des centaines de milliers de personnes. Voilà. Par jour, nous avons des milliers de personnes. Donc, pour les 10 jours,
nous estimons à des millions de personnes. L'édition se tient dans un climat sécuritaire précaire et des mesures sont prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Les exposants, eux, sont sereins et attendent de faire de bonnes affaires. On a vu les dispositifs, nous avons espoir, parce que là, c'est vraiment organisé. On n'a même pas eu de problème pour identifier les stands. Les bases sont déjà laissées. Donc vraiment, je pense que ça va aller. Nous sommes là cette année pour l'édition 2018. Nous espérons que tout va bien se passer par la grâce de Dieu, que les ventes vont bien se passer. Nous sommes là, notre premier objectif, ce n'est pas seulement de pouvoir vendre ici, mais c'est aussi se faire des contacts et plus tard, après le CIAO, établir des marchés qui pourront nous permettre de continuer le fonctionnement de notre activité. Environ 700 millions de francs CFA ont été alloués à l'organisation du 15e CIAO. Il se tient sous le thème « Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique ». Le Madagascar est le pays invité d'honneur. D'un salon international en préparation à un autre, le CITA, le Salon international du textile africain, c'est du 28 au 30 novembre prochain. Eh bien, les organisateurs peuvent compter sur un partenaire de taille, la République populaire de Chine. Natacha Ouedraogo. Du 28 au 30 novembre 2018, Ouagadougou va se parer en textile. À l'occasion de la 5e édition du CITA, le Salon international du textile africain. Mais avant, c'est l'heure des préparatifs. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour la réussite de l'événement. Et la recherche des partenaires se poursuit. D'ores et déjà, le salon peut compter sur la Chine populaire. Lidiane, son ambassadeur au Burkina Faso, est venu affirmer l'accompagnement et le soutien de son pays pour le rayonnement de la 5e édition. Je pense qu'alors c'est très important de venir ici visiter le siège de CITA, puisqu'alors le textile, ça je pense ça compose un volet très important pour la coopération bilatérale entre la Chine et le Burkina. Et aussi alors on a une grande volonté d'apporter notre soutien pour bien faire se dérouler le bon événement, c'est-à-dire qui va se tenir à la fin du mois novembre, comme c'est le salon international de textile. Lidiane et sa délégation ne sont pas venus les mains vides. La visite du siège du CITA s'est matérialisée par la remise d'un chèque de 16 millions de francs CFA aux organisateurs. Je pense que son Excellence nous a fait une surprise aujourd'hui. Cette surprise a été doublement actée du moment où nous savons très bien que leur calendrier est vraiment très chargé, qu'il y a sur le plan de la coopération des préoccupations au niveau de l'État, mais au niveau du privé, le fait de venir vers nous, cela essaie de voir pour pas forcément remplacer, mais comme il a si bien dit, nous accompagner. Donc je tiens à remercier son Excellence et tout le peuple chinois. Le Salon international du textile africain, à travers son commissaire général, attend par ailleurs d'autres actions de la Chine populaire pour rehausser le niveau de l'édition. À travers, par exemple, une collaboration pour la tenue des conférences qui tourneront autour de l'environnement. La capacité d'accueil de la circonscription des Tanlili se renforce. Elle vient de bénéficier de 3 nouvelles classes, fruit de la coopération entre ce village situé dans la commune de Zitenga et le village de Ventabren en France. John William Somda. Une nouvelle école pour le village de Tanlili dans la commune de Zitenga. Le joyau a été officiellement remis le mardi 23 octobre dernier sous les yeux du haut-commissaire de la province de Lubritanga. Avec 3 classes, un bureau administratif, des toilettes, un forage positif, cette école est le fruit de la coopération entre les villages de Tanlili dans Lubritanga et de Ventambrin en France. Entre Tanlili et Ventambrin est donc née l'association Ventalili. En 10 ans de coopération et d'amitié, l'association Ventalili est accréditée de nombreuses réalisations à Tanlili. L'association Ventalili Cela fait maintenant 10 ans que l'association Ventalili est née.
Elle est le fruit de la coopération entre Tanlili et Vintabrin en France. En 10 ans, nous avons financé des activités rémunératrices des femmes, installé des plaques solaires, des fourrages et construit des écoles. Avec l'école B, aucun enfant de Tanlili ne restera en marge. Nous en sommes vraiment fiers. De la formation au métier, en passant par le financement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes, à la construction d'infrastructures, l'association Vantalili ne s'est jamais sentie aussi forte que lors de l'inauguration de l'école B de Tanlili. Pour la partie française, l'école de Tanlili permettra d'assurer une meilleure éducation aux enfants. C'est tout à fait admirable ce que font nos deux villages. Avec si peu de moyens, c'est que nous avons tous beaucoup d'énergie pour que ça réussisse. La seule chose qui ne pourra jamais rester entre les pays, c'est l'éducation qu'on peut donner aux enfants. À partir de là, chacun prendra sa vie en main et fera au mieux, comme a dit monsieur le haut-commissaire, et comme le souhaite le gouvernement certainement. Nous sommes sur la même ligne et nous en sommes vraiment ravis. Venu personnellement assister à la cérémonie d'inauguration de l'école B de Tanlili, qui soit dit en passant est fonctionnelle depuis le 1er octobre avec 64 élèves inscrits rien que pour la classe de CP1, le haut-commissaire de la province de l'Oubri-Tenga n'a pas manqué de féliciter l'association Vantalili. L'une des priorités du gouvernement burkinabé, c'est de scolariser tous les enfants, sans exception, quelle que soit leur situation géographique sur le territoire national. Alors donc je suis là ce matin pour féliciter cette amitié entre ces deux villages de deux pays différents et également les témoigner la satisfaction du gouvernement burkinabé à travers les excellentes relations qui existent entre ces deux peuples. Et du coup aussi inviter les populations du village de Tanlili à prendre bon soin de cette infrastructure qui vient d'être inaugurée ce matin. Avec l'école B désormais fonctionnelle, le village de Tanlili dispose de 2 établissements d'enseignement de 3 classes chacun. La population a donc logiquement lancé un appel à l'extension de l'une des écoles dans les années à venir. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30.